Bonjour et bienvenue à tous dans ce numéro 4 du Model Club de Motors TV. Au sommaire de cette émission, une rencontre de jets radiocommandés équipés de vrais micro-réacteurs qui fonctionnent avec du vrai kérosène et qui volent à plus de 300 km/h. Le championnat de France de maquettes navigantes avec ses superbes bateaux qui ont parfois nécessité des milliers d'heures de construction. Et enfin, Ferrari, McLaren, Jaguar, Arrows, Prost, elles sont toutes là pour le premier championnat d'Europe de Formule 1 à l'échelle du 5e qui s'est déroulé les 14 et 15 juillet dernier à Grenoble. Bien, nous nous trouvons actuellement sur le site du 36e France de la Fédération France-Mobilisme Naval. Cette manifestation est organisée à Saint-Julien-de-Concelles, une petite commune au sud-est de Nantes, et est organisée par l'association Mini-Flotte 44, qui est le club affilié à la fédération qui représente la ville de Nantes. Nous avons plus de 130 concurrents inscrits, nous avons plus de 200 modèles qui vont évoluer. Alors les épreuves, je le disais donc, elles se déroulent sur le plan d'eau du Chêne. Elle comporte plusieurs parcours. Nous avons un parcours spécifique à la vapeur. Nous avons deux parcours, le A et le B, pour les maquettes navigantes, c'est-à-dire les F2 ABC, les F4A, F4B, et également la catégorie moussaillon, qui est une catégorie de débutants, puisque c'est uniquement la première année de leur licence qu'ils peuvent prétendre au titre de moussaillon. La deuxième année, ils sont, si je puis dire, dans la cour des grands. Donc c'est le règlement en vigueur dans toute sa rigueur. Bien sûr, et même si tous les types de bateaux sont représentés sans discrimination, on retrouve à ces championnats de France un grand nombre de chalutiers, classiques parmi les classiques du modélisme naval. On voit ici naviguer entre les bouées un superbe et très gros modèle d'un réalisme saisissant, le Galaxy de Philippe Madiot. Le but du jeu est naturellement de passer entre les bouées, mais sans les toucher, ce qui est beaucoup moins facile que ça en a l'air, surtout comme à Saint-Julien, le vent souffle fort et que le courant fait dériver les embarcations peu puissantes. Autre point délicat du parcours, l'arrivée se fait dans un dock, où le bateau doit se tenir mobile sans toucher les bords pendant au moins 5 secondes, sans que son barreur ne manipule sa radiocommande. Je m'appelle Philippe Madiot, je fais partie de l'ESM de Chaland. Je suis membre depuis 3 ans maintenant. Le bateau que vous voyez là, c'est le Galaxy, c'est un chantier du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est cassé maintenant depuis 5 ans. La maquette, je l'ai faite parce que ce bateau-là, je l'ai trouvé dans l'état où il était. Il m'a beaucoup plu et j'ai décidé de faire dans l'état où je l'avais vu. Alors je me suis renseigné pour essayer d'avoir les plans, j'ai eu des plans et j'ai commencé la construction. J'ai mis 4 ans et demi pour le faire, il y a à peu près 3000 heures de travail dessus, sachant qu'il y a tous les feux qui sont fonctionnels. Le treuil est prévu pour être fonctionnel, j'ai pas le temps malheureusement de le rendre fonctionnel. Il y a un bruiteur dessus, il y a le radar qui tourne, enfin bon, des choses qui animent un bateau. Il fait 1,5 m de long, il fait 52 cm de large et il pèse 45 kg. C'est bien qu'il faut qu'on soit à 2 pour le mettre à l'eau. À une échelle beaucoup plus petite, ce tonnier sardinier Emeki de Saint-Jean-de-Luz est une réalisation d'Hervé Lanuzel qui met bien en évidence ce qui fait le charme de ces bateaux de pêche, à savoir le bric-à-brac des casiers à poissons, cordages et autres ustensiles qui s'entassent sur leur pont et leur donnent un semblant de vie. Ce modèle va terminer 5e du classement général de la catégorie F2A. Un classement général qui est établi en totalisant les points de l'épreuve de navigation à ceux de l'épreuve de présentation statique. Dans celle-ci, on juge la ressemblance de la maquette et la qualité de finition par rapport au plan et aux photos du bateau réel. Assez curieusement, le seul critère d'appartenance à une classe dans la catégorie F2 n'est pas le type du bateau en lui-même, même son échelle, mais uniquement sa longueur. On peut ainsi très bien voir concourir ensemble sur le même parcours une vedette de plaisance au 1/10e et un porte-avions au 1/200e. Les bateaux de longueur inférieure à 90 cm de long appartiennent à la catégorie F2A, alors que la F2B, la plus prisée, va de 90 à 140 cm de long. Quant à la catégorie F2C, qui va au-delà, elle reste relativement marginale car ces maquettes sont difficilement transportables et on en voit peu dans les compétitions. Nous admirons
ici une nouveauté de ce championnat de France, le tonnier de haute mer Mengo de Jacques Le Flotter, second du Static F2B. Il s'agit bien sûr d'une œuvre personnelle et la moindre des pièces de l'accastillage a été réalisée à la main spécifiquement pour ce modèle. Il est vrai que pour se faire plaisir, on trouve dans le commerce de très belles boîtes de construction aux alentours des 200 €. Mais il faut savoir que si elle facilite beaucoup le travail tout en aboutissant à un résultat flatteur, une maquette unique a beaucoup plus de chances de bien faire pétition, ce qui n'est pas anormal. Si la plupart des maquettes présentées ici sont à propulsion électrique, 4 bateaux étaient propulsés par des groupes à vapeur et participaient dans une catégorie spéciale comme ce vieux remorqueur du port de New York. Les romans ont toujours eu beaucoup de succès auprès des modélistes, comme en témoigne ce très beau Noirmoutier dû à Jacques Ducive, et sans parler bien entendu des incontournables vedettes du genre. Monsieur Vidal Michel du club de modélisme Villevert-à-Coix. La maquette que vous avez devant vous est un plan amélioré bien sûr. J'ai à peu près 1500 heures pour le fabriquer. Toutes les pièces et l'accastillage ont été faites à la main. Tous les détails sont d'après le plan. Le bateau est au 1/50e. Il pèse 25 kg. Tout est fonctionnel. Tout l'éclairage fonctionne. Les propulseurs d'étrave fonctionnent. C'est une maquette qui j'ai mis donc 2 ans et demi à réaliser. Et ces remorqueurs n'ont pas que le nom de leurs aînés, ils en ont aussi la puissance. Si elle est bien évidemment proportionnelle à leur échelle, elle permet néanmoins de tracter sans encombre un canot pneumatique rempli de 5 personnes, comme le cet autre abeille Flandre d'Yvon Corr. Mais les modélistes font parfois des choix plus originaux qui nous permettent de découvrir des bateaux, comme ce pilote Émile Rivière qui remporte le titre de champion de France F2B pour la seconde année consécutive. Alors je me présente, Philippe Babu, de Montaigu. Pour en revenir au pilote Émile Rivière, au début c'était pas vraiment le coup de cœur de travailler dessus, on s'y attache. C'est un bateau pilote qui était basé au large de Bordeaux. Il y avait 12 pilotes à bord et quand un gros bateau voulait remonter l'estuaire, on faisait appel à ce bateau pour avoir un pilote pour guider jusqu'à Bordeaux ou plus loin. Ce bateau fait 1,25 m de long pour 22 cm. À l'œil, ça paraît assez simple, mais quand on veut vraiment se penser sur les plans, il y a beaucoup de quoi. J'aime pas faire les pièces de série, quoi. Donc les chandeliers, il y en a 130, c'est assez difficile. Après, on a l'impression d'avoir pratiquement fini le bateau. Il reste plus que les bossoirs et les pilotides. Et là, on se rend compte que bon, il faut encore 6 mois pour arriver à faire ces petits détails qui font en plus de la maquette, quoi. Bien entendu, les navires militaires ne sont pas absents et cette vedette rapide VP4 Motor Launch de Noël Alban est un bon exemple de ce que l'on peut faire dans ce style en F2B. En effet, si on peut voir également de grosses unités, elles sont souvent reproduites à trop petite échelle pour avoir un comportement réaliste sur l'eau dès qu'elle est un peu agitée. Enfin, nous terminerons ce rapide tour d'horizon avec le sous-marin radiocommandé Curie de Guy Boniface, l'un des premiers réalisés en France, qui est entièrement métallique et qui plonge en immersion périscopique tout en restant pilotable de la surface. Les sous-marins, qui sont une discipline passionnante, sur laquelle nous reviendrons prochainement dans Model Club. Depuis bien longtemps, les aéromodélistes rêvaient de piloter des avions à réaction. Et bien depuis le milieu des années 90, ce rêve est devenu réalité grâce à un modéliste français génial, Michel Serrier, inventeur du premier micro-réacteur commercial réellement fiable, le JPX T240. Cette technologie restant encore très chère, peu nombreux sur les terrains. C'est pourquoi nous avons profité de la rencontre Jetover 77 pour faire le point sur ces jets qui frôlent parfois les 400 km/h. Mais pour mieux comprendre la révolution qu'ont représenté ces micro-réacteurs, intéressons-nous d'abord à un jet motorisé par une technologie plus ancienne. Je m'appelle Patrick Lancletin, je fais du modèle réduit maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Je suis venu au jet, disons, relativement progressivement. Le modèle que vous voyez devant vous, c'est un Rafale, c'est un kit disponible dans le commerce. Il est fabriqué par l'un de nos artisans. Il mesure 1,24 m d'envergure à peu près, 1,80 m de long. Le type de propulsion, c'est ce que l'on appelle en français une turbine. En fait, la traduction est plus juste, c'est-à-dire en anglais, on appelle ça une
propulsion par duct fan. En fait, c'est un moteur à piston qui entraîne un fan de rotor avec 9 pales. Le principe, c'est qu'on accélère de l'air devant et on aspire de l'air devant, pardon, et on l'accélère dans la veine arrière à une vitesse d'environ 200 km/h. Ça permet d'avoir une poussée de l'ordre de 4 kg pour un avion qui pèse, lui, à peu près 6 kg, 6 kg 2 sans carburant. Voilà, c'est un modèle que j'ai maintenant depuis 7-8 ans, donc je l'ai bien en main et il marche très très bien. L'avenir, c'est de passer un petit peu sur des modes de propulsion plus récents, plus chers malheureusement, mais beaucoup plus performants, à savoir des réacteurs où on arrive à avoir pour une masse brute à peu près équivalente au moteur 2 fois voire 3 fois plus de poussée, ce qui permet d'étendre un petit peu le champ le domaine de vol de l'avion. Alors moi je m'appelle Julien Lozego. Ce qui me plaît dans les jets, c'est tout d'abord le fait que ce soit un avion, dans la mesure où je fais de la voltige aérienne en avion grandeur. Donc j'ai une certaine passion pour l'aéronautique depuis longtemps. Je fais du modèle réduit d'avion depuis l'âge de 7 ans. J'ai arrêté pour faire de la compétition en voltige aérienne à 22 ans. J'ai laissé le modélisme de côté pendant 20 ans. Finalement, je m'y suis remis parce que je m'étais dit si un jour je fais du modélisme de nouveau, ce sera de la réaction. Et en 98, dès qu'on a commencé à avoir des réacteurs au kérosène, j'ai acheté mon premier jet qui était celui-ci. Il est parce qu'il n'existe plus dans la mesure où j'avais un réacteur qui a pris feu, l'avion a brûlé entièrement. Donc j'ai été désespéré sur le moment, mais le courage revient en suivant et je me suis mis à reconstruire un Mirage 2000 qui est exactement le même, si ce n'est que si j'ai un réacteur complètement sécurisé, puisque c'est un réacteur Jet 4 d'origine allemande qui fait qu'en cas de chauffe excessive, en cas de rotation excessive, coupera de lui-même et donc c'est une grosse pression pour l'avion et pour l'environnement également. Donc le Mirage 2000, j'essaie d'en faire une présentation assez réaliste si on peut dire, parce que je les ai vus évoluer. Je suis originaire de la région du Sud-Ouest. Je les vois évoluer dans la région de Bordeaux et j'essaie de faire un peu ce que je vois en vol, quoi. Tout au moins par la traînée. Bien, bonjour, je m'appelle Fabrice Payassou. Je suis comme vous un passionné d'aviation et de modèles réduits. J'ai la chance d'avoir récupéré ce MiG-31 il y a de cela 5 ans qui appartenait à Paul Ratajczak. C'est un avion qui a 14 ans maintenant, qui a été fait d'une façon pas du tout traditionnelle justement, mais tout en d'éperon et roof mat. Il a été fibré de chaque côté. C'est un avion qui au début pesait 7 kg simplement et tournait avec 2 turbines. Et maintenant il en est à 16 kg, donc presque 10 de plus. Et il a eu plusieurs motorisations, rien qu'avec, en ma possession, il a eu 3 moteurs, 2 AMT, un Mercury de 7 kg, suivi d'un Mercury de 9 kg, et maintenant il en est à un Jet 4 de 13 kg, peut-être bientôt un 16 kg d'ailleurs, si la cellule le permet. C'est un avion russe, MiG-31 donc. Et comme vous avez peut-être pu le voir ou le verrez prochainement, il vole merveilleusement bien de façon très classique. Donc j'ai le démarrage qui permet de comprendre à quoi servent tout cet ensemble. D'abord on a un petit moteur électrique qui est un Speed 300 à l'intérieur, qui, lorsque je vais actionner la radiocommande, simplement le manche des gaz, qui est lié au trim, les deux sont liés, me permet de démarrer uniquement ce moteur électrique, qui lui, à partir d'une certaine vitesse, qui je crois est 3000 tours minute, mais je n'en suis pas sûr, va ouvrir le gaz qui se trouve juste en dessous de ce boîtier. Le gaz est ouvert par l'intermédiaire de cet écran. Il entre gaz qui est allumé par la bougie, qui se trouve ici. La bougie qui elle-même est allumée, qui ne sert pas qu'à l'allumage du gaz, puisqu'elle sert aussi à tout ce qui est ECU. ECU qui est un boîtier qui se trouve à l'avant de l'appareil.
Le réacteur tourne avec le gaz plus l'électricité, c'est juste une question de vitesse. Je crois qu'à partir de 5000 tours minute, on commence à envoyer du kérosène par l'intermédiaire de cette pompe électrique qui elle aussi donc, fonctionne toujours avec cette même prix. Carburant qui est libéré par une autre électrovanne et à partir d'une certaine vitesse qui je crois est de 50 000 tours minute, il donne complètement le champ libre à l'émetteur, c'est-à-dire qu'on devient maître de la puissance. Vous le savez maintenant, les modélistes ne manquent pas d'imagination et ce n'est pas Paul Ratajac, l'un des initialement Jet en France, qui a donné naissance à cet étrange assemblage qui me démentira. En fait, il s'agit de Twister 4 reliés entre eux par des tuyaux métalliques, que la motorisation de l'ensemble est assurée par un réacteur central et que le décollage se fait à l'aide d'une catapulte à caoutchouc. Une fois en vol, l'ensemble fait incontestablement illusion et l'on a tout à fait l'impression de voir évoluer la patrouille de France telle qu'elle était dans les années 60. Malheureusement, de par sa configuration aérodynamique un peu curieuse et du fait d'un certain manque de rigidité de l'assemblage, le pilotage de ce composite était extrêmement délicat. La durée de vie fut des plus brèves. Mais ce n'est pas ce qui va décourager Paul pour réaliser une nouvelle patrouille, car il faut bien reconnaître que l'impression à vol est tout à fait bluffante, et puis on n'a pas l'occasion tous les jours de piloter 3 avions à la fois. Nous découvrons maintenant la maquette du futur chasseur bombardier de l'US Air Force, le F-22 Raptor, qui n'entrera en service que dans quelques années pour remplacer les F-15 Eagle. Il s'agit d'un kit de l'artisan français Christen Diffusion, entièrement réalisé en matériaux composites Kevlar et fibre de carbone. La motorisation de ce modèle est assurée par un réacteur hollandais AMT Pegasus de 12 kg de poussée et les qualités pareilles sont tout à fait conformes à celles de l'original. Ces jets radiocommandés sont encore la panette, car un micro-réacteur coûte actuellement entre 2500 et 3500 €. Mais il y a fort à parier qu'ils se démocratiseront dans les années à venir, d'autant plus que leur fiabilité est maintenant devenue tout à fait convaincante. Cependant, vu les vitesses atteintes, ils resteront toujours évidemment destinés aux pilotes ayant une très bonne expérience du pilote et également une très bonne vue, car croyez-moi, ils deviennent très vite petits dans le ciel. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le circuit de Grenoble-Montbonneau-Saint-Martin, circuit qui accueille le 2e championnat d'Europe de la catégorie Formule 1. Cette catégorie est une catégorie nouvelle et on a le plaisir d'accueillir 57 participants au total. Il y en avait 24 en Espagne l'année dernière, donc on est vraiment en phase de progression constante. Le circuit de Grenoble le club de Grenoble a été créé en 1974, c'est un des plus vieux clubs de France. Le circuit, la piste permanente de Grenoble a été créée en 1986 pour le championnat du monde tout-terrain. C'était le premier championnat du monde. On est toujours un peu novateur à Grenoble. Et donc depuis, on a fait progresser les installations et on a un nombre constant de membres, entre 120 et 150 membres, qui nous place toujours dans les 5 plus gros clubs de France. Donc les voitures qui sont en compétition aujourd'hui sont des Formule 1 à l'échelle 1/5e, on l'a dit. Elles ont la particularité d'être de très haute technicité. Elles sont équipées de moteurs de 22 cm3. Ce sont des moteurs qui ont l'intérêt d'être faciles à mettre en œuvre. Ils fonctionnent avec de l'essence, un mélange de temps que l'on trouve dans le commerce. Et ils démarrent avec une tirette comme votre tondeuse à gazon, comme votre taillé. Mais les performances sont bien au-delà parce qu'il y a souvent des moteurs préparés qui développent plusieurs chevaux. Donc elles sont
équipés de freins hydrauliques. Et à ce sujet, on s'aperçoit que les fabricants de freinage automobile grandeur s'intéressent à la voiture radiocommandée puisqu'ils ont réalisé des mètres cylindres, des petites pièces très particulières pour les voitures radiocommandées, ce qui est vraiment bon signe pour l'avenir de cette catégorie. Si certains amateurs réalisent eux-mêmes leur propre Formule 1, comme par exemple ce magnifique châssis fraisé dans la masse en commande numérique par un modéliste croate, véritable chef-d'œuvre de mécanique de précision, cela reste une exception. Et à l'heure actuelle, les châssis les plus répandus sont ceux de la firme allemande FG, véritable pionnière de l'échelle 1/5. Explication du fondateur de la marque, Franz Goschel. Also, wir haben die Planung, die war 1989, wo wir den Entschluss gefasst haben, die Größe von Autos zu bauen. Dann haben wir 1990 angefangen. Wir haben 1,5 Jahre benötigt, das erste Auto, ein Offroad-Auto herzustellen. FG a commencé en 90, il leur a fallu environ 1 an pour sortir le premier modèle en 91, puis 90. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que la société existe. Zu dieser Zeit, das heißt 1994, 95, war auch in Deutschland die große DTM sehr populär. Und wir brachten dann noch den Alfa Romeo und dann... En 94-95, le DTM, Deutsche Touringwagen, était très connu et c'est là où c'était très populaire. C'est là développé toutes sortes de voitures DTM au 5e, l'Alfa, la Mercedes, la BM. Et après par la suite, ils ont complété avec les GT1, la Porsche et la Mercedes TLK. Et à cette époque-là, ils produisaient environ 400-500 voitures par mois. Produktionsbedingt sind wir mehrere Male umgezogen, weil der Platz zu klein war. Ja, mittlerweile ist also IZFG sind wir 16 Leute, mehrere Leiharbeiter, Aushilfskräfte. Donc ils ont changé plusieurs fois d'endroit. La société est devenue très grande, ils ont maintenant une 60aine de personnes qui travaillent chez eux. Ils produisent entre 600-650 voitures mensuelles et maintenant le grand boom c'est aussi la Formule 1 parce que c'est très connu aussi en Allemagne et partout en Europe. Comme en Formule 1 grandeur, les pneumatiques ont ici une importance capitale, et dans ce domaine, c'est une firme italienne qui s'est imposée. Je crois que vos pneus de Formule 1 sont un peu spéciaux. Eh bien, disons que dans l'état actuel des choses, ce sont ceux qui donnent les meilleures performances, et nous voyons d'ailleurs ici à peu près 90%, voire même 99% des pilotes utiliser nos pneus parce qu'ils se sentent bien avec et qu'ils ont une bonne adhérence. La voiture a un bon comportement en course. Quelle est la durée de vie d'un pneu? Eh bien, cela dépend un peu de l'asphalte du circuit. Tous les enrobés ne donnent pas les mêmes caractéristiques. Mais ce sont des pneus qui durent assez longtemps et qui permettent donc aux utilisateurs de s'amuser sans problème. Disons que je pense qu'on peut aller jusqu'à 2 courses, mais il est clair qu'avec le temps, on perd les caractéristiques parce qu'une fois que le pneu s'est échauffé, il perd ses propriétés d'adhérence. Est-ce que les couvertures chauffantes sont vraiment utiles ou non? Alors ça, plus ou moins. Disons que oui, chauffer les pneus donne une meilleure adhérence pour le départ, mais ce n'est pas vraiment indispensable. En revanche, s'il fait très froid, on gagne beaucoup à réchauffer les pneus. Donc nous sommes ce matin dans les phases de pré-finale, mais auparavant nous avons hier une magnifique surprise que à la toute dernière minute et même à la dernière seconde, dernier tour, le Croate Bolsek a pris la pole position et c'est vraiment extraordinaire parce que parmi les 8 nations présentes, personne ne donnait gagnant la Croatie et pourtant on est à la barbe des Français, des Allemands, des Espagnols, enfin tous les pays. C'est Croate qui est en pole position à Grenoble aujourd'hui. Alors les conditions météo se sont beaucoup dégradées par ailleurs. Est-ce que ça change beaucoup de choses au niveau des performances? J'imagine que oui, mais on s'aperçoit que les Formule 1 tiennent relativement bien sur la piste quand même. Oui, ça avait été une des grandes surprises du Trophée de France qu'on a organisé au mois de mai. C'est que sous la pluie, ces voitures sont presque aussi performantes et peut-être même un peu plus stables. Elles sont plus stables et il y a moins d'erreurs de pilotage. Donc ça va être, malgré la pluie, on aura des courses très intéressantes aujourd'hui. Et le champion d'Europe sera certainement un vrai champion d'Europe. Effectivement, donc en fonction des conditions météo, les réglages sont complètement différents. Par rapport à hier, vous avez changé beaucoup de choses par exemple? Oui, tout à fait. Par rapport à hier, tous les réglages sont changés. Là. Au niveau du freinage on enlève des freins, on enlève du carrossage négatif, du pincement, on débranche la barre à la ralenti roulée arrière aussi.
C'est pas du tout les mêmes plages sec et mouillé, bien sûr. Ouais. Et au pneumatique? C'est même non plus. C'est peu de pluie. 10 pluies, mais en fait, ça va à peine le mieux. Voilà. Merci beaucoup. C'est sur une piste rendue à peine praticable par une pluie diluvienne qui n'a cessé de tomber depuis le matin que va se dérouler la finale de 30 minutes. On y retrouve Français, 3 Espagnols, un Allemand, un Tchèque et bien entendu le poleman, le Croate Bolsek. Au bout de 2 minutes, le Français Padovani, numéro 2 sur la ligne de départ avec sa Williams à châssis perso, va être le premier à abandonner de sa suspension avant. Malheureusement pour lui, Bolsek va également connaître quelques pépins mécaniques et devra finalement abandonner au bout de 13 minutes de course, déjà largement distancé par le groupe de tête. Malgré quelques sorties de route, la Jordan FG numéro 9 de l'allemand Fleschen se positionne solidement à la 3ème place, position qu'il ne quittera plus jusqu'au drapeau à damier, alors que c'est l'espagnol Gutiérrez, Jordan numéro 5, qui a pris départ, son châssis espagnol Crowjet se montrant sous la pluie beaucoup plus performant que les FG, qui avaient pourtant outrageusement dominé la veille lors des qualifs. Jean-Michel Galvan sur Crowjet, carrosserie Williams numéro 7, lui emboîte le pas après une belle bagarre avec l'autre Williams, la numéro 6 de l'espagnol Gilles Marty. À la 10e minute, Jean-Michel Talbot va prendre la tête à la faveur d'une sortie de piste de Gutiérrez provoquée par la pluie. Mais l'Espagnol va finalement, après une fin de course au coude à coude, l'emporter en reprenant la tête à 3 minutes de l'arrivée. Avec cette palpitant d'un bout à l'autre et malgré les conditions désastreuses, la Formule 1 au 5e en Goodman démontre à Grenoble qu'elle s'annonce comme la plus spectaculaire des catégories de la voiture RC pour les années à venir. Bien entendu, Model Club sera là pour vous faire vivre son évolution. Dans le numéro 5 de Model Club, vous découvrirez une nouvelle rubrique test avec, pour commencer, 2 modèles que l'on sélectionne pour vous à l'approche des fêtes de fin d'année. Il est livré prêt à rouler et il fait fureur aux États-Unis que ce soit en version thermique ou électrique. C'est le Texas que rien n'arrête. La Starjet de Grosvenor, une aile volante économique à propulsion électrique qui n'en procure pas des sensations fortes à son pilote. Enfin, nous découvrirons de nouvelles maquettes navigantes extraordinaires filmées lors du récent championnat du monde en Allemagne. Alors si vous aimez le modélisme, ne manquez surtout pas notre prochain rendez-vous. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Des milliers d'enfants fuient leur pays. Ils ne veulent pas mourir et